Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de l'info avec Lucas à la régie. Cette semaine, évidemment, je ne suis pas tout seul, je suis bien accompagné avec des troisième années. J'ai commencé avec Nathan. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Toujours un plaisir d'être ici, j'adore, merci pour l'invitation. Et ça va très bien, uniquement parce que tu es là. Cassandre aussi, tu es présente, comment vas-tu ? Moi, ça va. Après, tu passes quand même après uniquement parce que t'es là. Et c'est ok. Top. Toi, comment ça va ? Ça va bien, je suis content que vous soyez là. C'est vrai, ouais. Moi, donc, Cassandre, surtout. Vas-y, on enchaîne. Et toi, comment tu vas, Tom ? Moi, chemise soignée, serrée, ajustée. Comment vas-tu ? Ah ouais, ça va, ouais, non, c'est bien, une nouvelle. Et enfin, fan d'Hitchcock, comment vas-tu ? En santé, je suis pas de quoi. Voilà, je peux chanter comme ça. Je m'appelle Laura quand même. Ça va très bien. Comment tu vas, Luc ? Ça va, vraiment. Je le répète pour la 4e fois parce que vous me demandez tous comment ça va. Je suis vraiment ravi que vous soyez là. Le programme cette semaine, c'est le même que la semaine dernière. On va commencer avec vos chroniques d'actualité. Dédicace. Allez. Après, un débat je pense qu'il vous a fortement intéressé. Vous êtes tous très prêts à répondre à mes questions. Et enfin, un petit quiz d'actualité pour savoir qui est le meilleur journaliste. Nous verrons. Top. On va tous se mettre, on va tous sauter dessus. Okay. Voilà. Je propose qu'on commence sans plus tarder avec ta chronique, Nathan. Donc toi, tu vas nous parler, je ne sais plus, tu vas nous parler de McDonald's qui veut en finir avec les heures de commande et souhaite s'appuyer sur l'IA. Donc c'est une innovation française qui pourrait bien tout changer pour l'enseigne américaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet, Nathan ? Alors forcément, dans le monde d'aujourd'hui, on parle tout le temps d'IA. Et je vais commencer par une mise en situation. Juste fermez pas les yeux parce que c'est bizarre sinon. Mais imaginez simplement, non, ferme pas les yeux, je vais te dire. Imagine simplement, tu finis une journée de travail à l'école, t'es fatigué, t'en as marre, tu prends ta voiture, tu rentres chez toi, ton frigo, bam, tu t'arrêtes où ? Au McDrive. Important. Et là, tu rentres chez toi avec ton compte McDo, t'es content, c'est chaud, ça va te réconforter. Il manque une sauce ou un sandwich. C'est trop chiant. Là, légitimement, t'en veux au monde entier, tu veux tuer quelqu'un. Et c'est justifié, c'est normal. Justifié. Puis même si tu l'as vu avant, tu sors ta voiture, c'est relou, tu vois, le but du drive, c'est pas ça. Bam. Et donc là, maintenant, McDo, ils vont remédier à ça, notamment, mais surtout que en France, parce qu'ils vont mettre en place un système de balance avec IA pour peser le sac à l'instant T, savoir s'il est complet et si du coup il manque quelque chose ou pas dedans, et pour changer la commande. Comme à Lidl finalement. Ouais, tout à fait. Ouais, mais ça marche bien parce qu'au final, quand il y a ça, t'es sûr que ça fonctionne, quoi. Il n'y a pas de genre particulière. L'ordinateur, il est bon, ça. Mais ils le mettent en place, enfin. Et surtout que c'est une innovation française, c'est à noter. Et donc, du coup, pour le genre du fast-food, ils disent que c'est le sujet majeur d'insatisfaction des clients, c'est ces commandes pas finies. Et du coup, ils veulent remédier à ça. Il faut se rendre compte que c'est à peu près 1600 restaurants en France, avec du coup des milliers de commandes tous les jours. Donc forcément, dans le lot, il y a énormément d'erreurs. Et ça arrive tout le temps. Et c'est vraiment le truc numéro 1 que les gens se payent. Et donc depuis 2024, ils le testent discrètement en France. Et le principe est simple. Je te fais te relancer là. Mais j'écoute, on s'en fout, on enchaîne. Hein. Voilà. Du coup, il y a des tests discrètement en France, notamment dans la région parisienne, ce qui permet du coup d'avoir une deuxième vérification et de faire gagner énormément de temps aux gens qui s'occupent de ça, parce que quand tu vas chercher ta commande pour la modifier, ça prend aussi du temps, tu vois. Donc ça arrange tout le monde au final. Et donc, le principe c'est simple, c'est on le pose sur une balance et l'écran passe au vert quand la commande est complète, sinon il passe au rouge. Et tu cherches ce qui manque et tu modifies pour le plus grand bonheur de la clientèle finalement. Et c'est une machine que McDo fournit ou c'est les propriétaires des restaurants qui doivent la payer parce que déjà il y en a ils sont dans le dur, donc s'ils doivent payer un équipement en plus. Ça, pour le moment c'est vraiment les propriétaires parce que comme je te dis, ça n'a rien à voir déjà avec le siège social aux États-Unis, c'est vraiment un Français qui l'a créé pour les McDo français. Et je vais venir après, mais en gros, McDo, ils veulent vraiment le mettre au monde entier et ça va, je pense, arriver au siège social. Peut-être que d'ici là, ça sera mis en place par McDo, pas payé par chaque restaurant, quoi. Mais attends, tu perds du temps dans tous les cas. Tu perds du temps, oui, mais quelques secondes, c'est pas la même chose. Tu gagnes énormément ailleurs quand tu as un mec qui sort de sa voiture qui vient te voir, que tu dois quitter ton poste pour aller changer le sac et tout, tu vois. Ouais. Ben, les gens disent que ça gagne du temps et surtout de l'argent pour le puissant, le géant du fast-food américain finalement. Et donc, à toi, comme tout à l'heure, il n'y a rien de nouveau. Comme on disait, ça marche partout. Par tous les caisses automatiques du monde, maintenant, il y a ça pour pas compris, c'est la caisse, tu vois. Sauf que là, on parle d'un vrai bijou technologique parce que le truc calcule tout, c'est-à-dire qu'il connaît tous les sandwichs par cœur pour savoir le poids exactement. Il peut même s'adapter si jamais genre le mec est gentil qui te remplit plus les frites, tu vois. Le truc, c'est la machine repère. Ah, excuse-moi. La machine repère et donc du coup, vraiment, s'adapte à la perfection. Ah ouais, mais ça, c'est pas bien parce qu'on est tous contents quand on a une nuggets en plus, par exemple. Non, la potétose. Ouais, la potétose dans les frites. Oh là là, la masterclass. C'est juste un cadeau. On savait pas qu'il a fait. Ouais, surprise. Sûr qu'il manquerait en fait, ils n'annulent pas la commande parce que t'as plus de frites en vrai. C'est ça, ils sont voilà. Et donc ça
Ils disent que par contre, c'est pas fiable à 100%. Il y a des erreurs, forcément, on est redit. Mais bon, c'est quand même fiable à 98%. Toujours 28. Ouais, donc ça va quand même. Mais voilà, il y a toujours des marges d'erreur, forcément, avec l'IA. Et comment dire, bon, l'IA, il est considéré, il est tellement puissant qu'il travaille comme finalement quelqu'un du restaurant. Et c'est vraiment hyper puissant. Et puis là, ce qui est bien, c'est que dans ce cas-là, il remplace pas le boulot de quelqu'un, donc on perd pas de l'emploi. C'est juste une vérification. C'est juste un truc en plus, finalement, pour faire gagner du temps. Franchement, les innovations comme ça, un petit truc en plus, ça vient. Un petit truc en plus. Ouais. Allez, c'est top. Allez. Top. Oh, le flop. Mais s'il vous plaît, qu'on passe à autre chose très très vite. McDo, ils veulent après le lancer à l'échelle nationale. Et après, on verra plus tard mondial, mais d'ici 2026, ça sera. Mais pour l'instant, c'est une innovation uniquement française. C'est en test. En gros, tu as testé discrètement depuis mars. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient lancer en 2026 parce qu'ils sont quand même satisfaits du rendu. Et donc, après, la maison mère, comme je dis, elle s'intéresse déjà et elle veut lancer forcément dans le monde entier. Et la France, finalement, rayonnera encore une fois dans le monde entier. Ça ne vaut pas le risque, mais dire que ça. On a eu les JO et les pèses aliments au McDo. Voilà, ça, c'est les deux trucs. C'est le plus facile. Et donc, comme je disais derrière, c'est un enjeu énorme pour McDo parce que derrière ces simples balances, c'est aussi la précision des commandes et de la satisfaction client pour eux. Tu vois, c'est un moyen de se développer beaucoup plus et de gagner encore plus d'argent. Les gens seront contents, ils reviendront et tout. Et c'est aussi de réduire les erreurs humaines. Alors, du coup, ça peut être aussi inquiétant de se dire que ça commence par ça et après, est-ce qu'il n'y aura pas que des IA, tu vois, pour pas qu'il y ait encore moins d'erreurs, etc. Et donc, on verra comment ça va continuer. Après, s'il peut aussi y avoir des innovations pour que ça aille plus vite, Oui. bah, c'est bénef. Hein. Ouais, c'est bénéf, mais Parce que de base, c'est un fast-food. Hein. Oui. Et des fois, c'est long. c'est vrai. Ouais, ça prend. Une histoire, un gros face dans fast food. Genre. Ouais, mais Tous les jours, les gens Ouais, c'est que alors, tu pars de ça et tu te dis, là, on commence avec une petite balance qui nous aide. Est-ce qu'après, plus tard, pour qu'il y ait vraiment zéro erreur, tu vois, il y a carrément plus du mal derrière la caisse. Tu vois. Bah, en fonction. Ah ouais, bah ça existe déjà, ça s'appelle des bornes. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, en tout cas, merci pour ta chronique, Nathan. Je sais pas si tu avais terminé, mais. Oui, c'est ça. Moi, je suis super. Ouais, c'est bon, allez. Ouais, je te cache pas que j'avais un texte, mais je l'ai pas du tout lu. Ouais, je m'en suis rendu C'est bon, compte. ça, tu nous parles à nous. Bah, mais c'est un peu de ma faute, c'est le moment où j'ai dû dire une phrase et que je l'ai pas dit. Ça t'a un peu perdu, mais je suis navré. Et c'est lui, troisième année. Bon, on va passer à toi, Cassandre. Donc toi, tu vas nous parler d'une BD sortie par Hugo Décrypte, c'est ça? C'est ça, et oui, donc ces dernières années, on a vu les journalistes se diversifier, que ce soit avec les podcasts, les vidéos, les formats courts. Mais là, Hugo Décrypte vient de franchir une nouvelle étape. Il sort une bande dessinée, donc oui, une BD qui va porter sur la Russie. Et donc forcément, encore en lien avec l'actualité. Effectivement, donc forcément avec l'Ukraine, etc., ça reste forcément dans l'actualité. Et franchement, c'est une idée assez audacieuse, puisque raconter plus de 1000 ans d'histoire russe dans une bande dessinée, c'est quand même compliqué, fallait oser quoi. Donc Hugo Décrypte, c'est ce journaliste que l'on connaît pour ses formats ultra clairs sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Et d'habitude, il résume l'actu en quelques minutes seulement, mais là, il prend 208 pages. Et c'est ça qui est intéressant, passer justement un peu du fast news à une narration beaucoup plus complexe. Donc dans cette BD, on suit deux journalistes, un duo fictif inspiré de l'équipe d'Hugo Décrypte. Et c'est eux qui vont traverser l'histoire de la Russie depuis les Vikings jusqu'à aujourd'hui, donc des tsars à Poutine, en passant par la chute de l'URSS. Et c'est une vraie plongée historique. Et du coup, Ok, ouais, c'est ça. Du coup, mais c'est quoi l'objectif concret de la BD? Et Elle m'a fait ma relance. Je te jure, je suivais. Là, tout à l'heure, je suivais pas, mais là, je suivais de fou. J'étais concentré. Je vois un contre Vraiment. Et du coup, parce que c'est un format qui parle à tout le monde et que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, on en apprend vraiment sans s'en rendre compte et on visualise un peu plus rapidement justement avec une BD plutôt que sur les réseaux sociaux. Et donc pour une génération habituée aux vidéos et aux stories, c'est une autre façon de s'informer qui est aussi claire que sur les réseaux, quoi. Et puis c'est cohérent d'ailleurs avec la démarche d'Hugo puisqu'il veut rendre l'information accessible à n'importe qui. Et là, il ne s'adresse pas qu'à ses abonnés, mais aussi à ceux qui préfèrent feuilleter plutôt que de scroller sur les réseaux. Mais du coup, au-delà du projet assez sympa, il y a vraiment une vraie réflexion derrière. En 2025, comprendre la Russie, c'est crucial. Et cette BD veut justement donner des clés, expliquer comment un pays aussi immense et complexe peut en arriver là aujourd'hui et pourquoi la guerre en Ukraine ne tombe pas aussi de nulle part. Et comment l'histoire la façonne encore la politique actuelle. Alors oui, tout ne tiendra pas sur 208 pages, forcément,
Mais si ça permet à une personne de s'intéresser à l'histoire plutôt que de ne pas s'intéresser du tout, bah, c'est déjà une réussite. Et puis en plus, bah, peut-être vous allez m'arrêter si je me trompe, mais dans les programmes scolaires, j'ai pas souvenir qu'on a beaucoup parlé de l'URSS. Tu veux que je te dise? On n'en a pas parlé, mais quand ça a éclaté en 2022, moi je m'en souviendrai toujours. Mais J'ai pas pris d'histoire géopolitique. Ouais. Et là, on a fait. Ouais. Et j'ai vu ma prof d'histoire géopolitique se voiler littéralement. Enfin, pas littéralement. Pas littéralement, métaphoriquement. Son visage se voilait littéralement. Où en fait, je l'ai vu avaler sa salive, quoi. Je me suis dit, oula, c'est complexe, quoi. C'est pas anodin. Et puis ça nous parle aussi. Quand on parle de BD, souvent c'est ludique, de toute façon. Oui. Et là, quand c'est un mec qui nous parle Godécrypte, hyper à la mode, un sujet qui est pas du tout à la mode, finalement, on va l'acheter. Ouais, au final, on va l'acheter et il va devenir hyper populaire. Mais c'est grâce aussi à l'auteur. Moi, je pense aussi. Et moi, j'avais une question aussi, c'est est-ce que vous comptiez l'acheter peut-être ou le lire justement Bah, en vrai, ça peut être du coup, vu la période, une bonne idée de cadeau de Noël, déjà, en amont. Oh, je n'aime pas la personne alors, je suis désolée. En vrai, ça, attends, chaque... J'ai pas dit ça. J'ai dit que l'auteur, oui, a des mérites, mais quand si on l'offre, allez, pourquoi pas. Mais à Noël, quand même. Non, mais quelqu'un que j'aime pas trop, un petit cousin, je sais pas, un truc comme ça. Oui, ça n'a pas trop d'identité. Je dirais bonjour au petit cousin. Allez, ok, comme ça, tu sais. J'espère que tu regardes les Voilà. Oui, non, c'est ok. Mais oui, on va dire c'est plus ludique. Aussi, c'est que je crois qu'il a fait une vidéo de promotion sur ses réseaux. Il explique aussi qu'il y a une volonté de dénoncer aussi la désinformation russe parce qu'il avait expliqué vouloir aller filmer les trucs là-bas, qu'il n'a pas pu. Et le faire en BD, c'est un moyen d'informer les gens sur comment il s'est documenté dans le pays, alors qu'il n'a pas pu filmer. Ouais. Puis il signait dedans, non? Ouais. Oui. Bah, c'est lui là qui dessine. Mais il y a un côté un peu satirique, quoi. Il se moque un peu de la Russie aussi à travers la façon dont tu racontes l'histoire. Donc je pense que ça peut être une bonne. Et en parlant de désinformation en Russie, là en ce moment, c'est un peu en lien avec le débat. Ils achètent voilà les bots, les IA et tout pour que ChatGPT il te désinforme et ils disent voilà, la Russie c'est top. Non, de fou. Ouais, ils font des faux sites aussi. On a vu ça ce matin en cours et tout. Ils font des faux sites avec des IA, mais bien fait. T'es attentif en cours. Hein. Ouais, non, mais vraiment, c'est un truc que j'adore, le cours de l'IA. Mais plus n'importe moi, je ça volontiers à quelqu'un. Enfin, même à moi, je vais me l'acheter en fait. Ça peut être intéressant pour 208 pages, ça va. BD 208 pages à ce niveau-là, faut pas amuser non plus, quoi. Je suis désolé, Hugo, mais 208 pages, faut doser. Encore une fois, est-ce que c'est pas aussi une question de nom aussi? Oui, si, mais bien sûr que si. Clairement. Un auteur moins connu qui fait ça, personne n'en parle. Non, mais personne va l'acheter. Enfin, oui. Par contre, l'initiative est toujours très bien. Mais oui. Si c'était Bien pas sûr. une Godécrypte, je dirais quand même l'idée elle est fun parce que le fait que ce soit en BD, que ce soit plus accessible en fait aux. Même avec les dessins, etc., c'est plus parlant qu'un roman. Il vaut mieux profiter de sa notoriété pour faire ça que pour ouvrir un autre. Et que grâce à la BD, il peut rentrer dans un endroit interdit, tu vois. Et c'est ce qu'il a pas pu faire avec sa caméra. Ouais. Et donc, c'est ça qui est super bien. En vrai, je trouve la BD, c'est une bonne initiative aussi. Donc, c'est ça. Genre, ce que fait le régime aujourd'hui et que tu peux pas parler du pays en soi. Genre, aujourd'hui, tu crois que la Russie, c'est gentil alors que. Moi, c'est pas tout blanc dans l'histoire. Ouais. En tout cas, merci Cassandre pour ta chronique. Avant de passer à toi, Tom, est-ce que vous avez entendu parler de la retraite de Nicolas Mahut? Bien sûr. Excellent. Et oui, le tennisman français a tiré sa révérence cette semaine à 43 ans. Dans quel tournoi est-ce que vous savez? Bah, ouais. Ouais. Moi, je vais pas te dire, C'est le. Allez, Tom, tu as les la Allez, devinez. Allez, C'est le. non, c'est dis pas. Le Masters 1000. Voilà. Attends, j'ai déjà la moitié de la réponse. C'est là. Plus que la moitié, là. Le Masters de Attends, les cassons. Paris, New York. Paris. Voilà, vous avez mis du temps. Hein. Exactement, lors du Masters de Paris, la Défense Arena. Donc Nicolas Mahut, c'est un visage familier du tennis français depuis plus de 20 ans. Bon, il n'a jamais été une star en simple, mais en double, par contre, c'est une autre histoire. Plusieurs titres du Grand Chelem et une place de numéro 1 mondial. Et surtout, il prend sa retraite à 43 ans. Une longévité impressionnante. Et est-ce que aussi, vous savez pourquoi son nom il restera marqué dans l'histoire du tennis? Moi aussi, je vais pas le dire, oui. Oh non. Je vais pas le dire. Mais vous vous rendez pas compte qu'au niveau tennis. Toi, est-ce que son nom il restera gravé dans l'histoire du tennis français? C'est un truc franchement un peu comme performance. De dingue. Histoire, ouais. Ah ouais. Il a pas gagné le match, mais la performance, elle est dingue. Simi torse nu, je Ouais. sais pas. exactement. Non, il a fait un match. Je sais pas. Il a Là, ça marque, je sais il a rien. participé au match le plus long de l'histoire, qui a duré 3 jours avant ça. Ouais, Quoi sur 2 jours cumulés. Mais du coup, c'est le plus long match jamais joué à Wimbledon 2010 face à John Isner, donc plus de 11 heures de jeu. Bon, il est français, donc évidemment, il a perdu. Mais au panier. Mais attends, Ouais. il y a combien de jeux de. En fait, à l'époque, il y avait le super tie-break, ça s'arrêtait jamais. Ouais. Si t'as pas de points d'écart, ça continue à Sinon, l'infini. à l'époque, c'était en jeu. Oh, waouh.
À l'époque, c'était un jeu quand même, le super. Ça s'arrêtait jamais, genre comme ça, tu gagnes. Avoir mal au crâne. Et pour l'anecdote, il a perdu le match. De rugby, vous êtes des petits joueurs. Hein. Mais oh, écoutez-moi. On t'écoute, pardon. Je disais pour l'anecdote, il a perdu le match, mais par contre, le score a fait qu'il a gagné plus de points. Donc franchement, encore une belle défaite française. Le chat qui me dit présente Jules, mais j'essaye, mais j'y arrive pas trop. Bon, on va passer à ta chronique, Tom. Donc petit tour dans le passé. MTV, la chaîne des clips mythiques, tire sa révérence. Toi, Tom, qui a grandi avec ces clips, est-ce que, enfin, non, tu as voulu nous en parler, c'est ça? Carrément, en fait, pour vous dire, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment fait un pincement au cœur, je vous le dis sincèrement. En gros, les 5 chaînes musicales de MTV vont s'étendre à la fin de l'année, que ce soit MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV, MTV Live. Ça, il y a du monde, quoi. Il y a du monde qui s'éteint. Non, mais je vous jure, ça m'a fait un truc bizarre parce que moi, quand ces chaînes, elles étaient encore là, bah, ça accompagnait vraiment ma vie. Quand Tu j'étais consommais MTV au petit. quotidien? Mais carrément. Enfin, c'était l'époque où on découvrait les artistes avant même que tu connaisses leur nom, leur musique, etc. Regardez, vous, les chaînes de clips de musique comme ça? Alors, je connais pas. Le Bah, tiens, MTV Awards. Cass, toi qui vis avec Taylor Swift depuis je sais pas combien d'années dans les oreilles, il n'y a pas un moment donné où il y a un clip de Taylor Swift que tu attendais ou... Bien sûr, mais tout ce qui est vraiment ses premiers sons, moi j'ai toujours été devant l'écran, devant MTV et tout, en mode les clips et tout, c'est génial. On kiffait, enfin les messages en bas, etc. Ah ouais, ça, j'ai la rêve par contre. Non mais c'est un truc de malade. Mais ça, je mettais les gens. Ouais, Ça, c'est c'est que C'était trop génial. Alors, Ghost, quoi ça? Il y a des dons mariage. Oh, c'est pété comme demande en mariage. Franchement, En fait, tu savais pas. La demande en mariage dans le canapé devant la télé. c'est exactement ça. Parce que c'est en différé, je crois. Parce qu'imagine, donc, tu te retrouves avec ton mec qui t'a demandé ça, et il te regarde comme ça, il fait alors qu'est-ce qu'on dit? Mais ouais, non, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça a changé. Tout est à la demande, un clic, un scroll, un refrain, et déjà, bah, je passe à autre chose. Avec MTV, en fait, on apprenait que la musique, bah, ça se regarde aussi. Les clips, bah, j'ai noté 2-3 noms parce que c'est des noms sympas, que ce soit les noms des clips de Katy Perry, de Bruno Mars, de Daft Punk, de Maroon 5, etc. Enfin, c'était des courts-métrages fabuleux. Enfin, c'était quelque chose. T'allumais ta télé, tu regardais, tu pouvais rester C'est vrai côté que de c'est longtemps. des courts-métrages. Mais c'est exactement ça. Carrément des Ah bah, courts-métrages. les clips de Michael Jackson, pour le coup, c'était vraiment des courts-métrages. Ouais. T'avais Puis en 2 plus, minutes d'introduction où c'était pas de la On musique. parle d'une autre époque en plus, hein. Ouais, c'est ça. Pas à l'époque des Maroon 5 tout ça. Donc oui, ah oui, mais c'était clairement. Mais ouais, voilà, MTV n'est plus, et ce, à mon grand désarroi. Mais justement, Tom, comment cette disparition, elle illustre notre rapport à la musique? Bah maintenant, tiens, on va essayer de parler un peu à Laura. La musique, on la consomme comme un café. Oh là là. Alors, je suis pas née. Non mais on la consomme rapide, on la consomme à emporter, on la sirote entre deux notifications, mais c'est tout quoi. Le streaming c'est plus pratique et pour moi ça tue un peu la lenteur. Pourquoi tu la métaphore? Mais Ah ouais, permettre. C'est moi j'aime bien. Est-ce que les artistes ils font... C'est génial ce qu'il a dit. Et est-ce que les artistes ils font autant de clips qu'avant du coup? Je suis pas sûr, hein. Je me rends pas La compte. plupart du temps, c'est toujours un single. Ouais, je vais dans l'album, Et après, genre ils sélectionnent deux max. Ceux qui pensent qu'ils vont buzzer, ils en font des clips, mais sinon. Et on a mis sur TikTok. Et puis, ouais, voilà, c'est que voilà, après on le recycle. Et comme les clips, faut que tu fais des clips à tous les sons. C'est tout le temps le même clip, c'est tout le temps le même Surtout son. la dernière qui a sorti, n'a pas. Ouais, je sais pas, je la connais pas. Mais ouais non, en fait la musique Ouais, elle a parlez-y. été aussi présente, t'as vu dans nos fils, etc. avec les réseaux. Et en fait ce qui fait un peu mal au cœur c'est que MTV c'était un peu une scène commune, tu vois. Il y a 1000 petites scènes individuelles aujourd'hui, chacun est dans sa bulle et son cas, sa playlist, en bref. Mais encore une fois, attention, disclaimer, je dis pas la phrase c'était mieux avant comme nos vieux, etc. À un moment donné, non mais c'est trop cliché. il veut pas être boomer. Mais non, ouais, MTV en fait, il y avait des clips qui passaient et tout, c'était trop bien. Enfin, moi j'adorais ça. Et le groupe Paramount, en fait, ils ont arrêté parce qu'il faut faire des économies. Il y a des problèmes partout, c'est bien. Donc ils fusionnent, ils restructurent, ils rationalisent, mais ouais, on perd des chaînes quoi. On perd des chaînes et c'était un lieu peut-être invisible, mais c'était un collectif où la musique se vivait à plusieurs. Donc ouais, adieu MTV. Et du coup, les futurs enfants ne regarderont jamais. Bah, c'est exactement si c'est 40 ans après sa création, hein. Donc c'était en 84. Ouais, ça a pas duré longtemps, hein. 40 ans, c'est pas mal pour une chaîne. 40 ans, ouais, c'est pas mal. Quand tu vois les chaînes d'aujourd'hui qui Ça sont a pas. duré C'est comme Disney Channel en fait. Genre, bah, c'est que ça n'a rien à voir. Disney Channel, ouais. Alors je me demande. Oui, totalement. Si, Disney Channel, ça a fait un bruit. Mais non.
des séances au cinéma pour Si, bien sûr. le bon temps et tout. Genre. Et ça aussi, c'est sorti. Il y a beaucoup de musique de MTV, tout ça, qui sortaient de ces clips-là, de Disney Channel, tout ça. Et c'est vrai que oui, c'est enfin, je sais pas, une grosse période qui s'arrête. Mais vraiment, mais parfois, t'as vu, je suis sur YouTube, je fais un clip et en fait, je me surprends tout seul Après, ou avec une fausse télécommande à me dire, ah, vas-y, je vais zapper, genre. Alors qu'en fait, non, j'y a plus, tu vois. je peux me permettre. Ah. On regarde plus trop les clips. Mais non. Soit, genre, Ben, moi, j'adorais ça, vraiment. tu les mets à salle orange à l'EDJ à la limite. Mais... Ah non, moi, je mets les clips à la maison. C'est ce que j'allais dire. En fait, ça suit son cours. Il y a eu les vinyles, les CD. Ouais, mais ça, je le sais quand je sors, tu vois. Quand tu sors, tu le mets en. Je sais pas. Mais c'est la même question qui revient. Mais Les non. podcasts, tout ça, tout revient. Ça, en fait, Tout se dématérialise. Dématérialise. Tu écoutes la musique, tu quittes l'application et tu vas ailleurs, tu vois. Genre en même temps que ça tourne la musique. Du coup, tu fais YouTube, ça marche plus. Tu vois, personne n'écoute YouTube. Vraiment, on regarde un clip sur YouTube. mais oui, tous Ouais, les mais spectateurs deviennent sur la télé, auditeurs, tu tous. tu vois. Ouais. Sur la télé, tu mets YouTube. Une fois, tu bosses sur la chaîne et tu fais OK, Qui est YouTube sur la télé? je regarde Ouais. la télé. Il y a beaucoup de gens qui ont sur la télé. Ah ouais? C'est pour le Pilate. Sur la télé, moi, j'adore. Mais, J'ai pas de télé. mais ouais, enfin, le truc de la Ça a rien à voir. Ah ouais? Non, Ah, voilà, tout à l'heure, c'est vrai. Il a il défend sa paroisse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de télé. Ah, moi non plus, j'ai pas de télé. Oh là là, Ça, c'est triste. c'est clair. J'ai un PC quoi. Ouais, voilà, pareil. Bon, en tout cas, MTV n'est plus. Ouais. Merci C'est- Tom pour ta c'est trop chronique. triste. On va passer à toi, Laura. Tu vas nous parler de la réadaptation d'un grand ouvrage d'Albert Camus. Oui. Ben, là, du coup, la fan d'Hitchcock va vous parler. Du coup. Alors, ce soir, je vous parle d'un film très attendu, L'étranger, signé François Ozon, sorti ce mercredi 29 octobre, donc hier. Un film qui nous ramène dans l'Algérie de 1938, là où vit Meursault, incarné par Benjamin Voisin, un homme calme, presque effacé, mais dont l'indifférence au monde va le conduire à commettre un acte irréversible. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Pas dans le film. Non? J'avais lu Du tout. L'étranger. Vous le connaissez quand même, c'est une œuvre. Oui, On sait quoi ça parle et tout, mais c'est ultra connu. Alors, bien sûr, ce titre vous dit quelque chose. Donc, L'étranger, c'est avant tout un chef-d'œuvre d'Albert Camus de 1942. Et François Ozon ne cherche pas à moderniser Camus, mais plutôt à l'incarner complètement. Il filme l'absurde, le vide et le silence. Et d'ailleurs, il a voulu choisir une vision tout en noir et blanc. Un choix forcément qui est très fort. On suppose que c'est pour traduire un sentiment d'inconnu, avec cette lumière qui écrase et qui pèse sur chaque geste. Donc, le film s'ouvre sur la fameuse scène. Donc, petit spoiler, l'enterrement de sa mère. Pas de larmes, pas de grands discours, juste un homme qui ne pleure pas. Et c'est déjà tout un scandale. Dans le roman, Camus montrait à quel point la société juge ce qui sort de la norme. Et ici, le cinéma le rend totalement visible et presque palpable. Et visiblement, ça marche. Et c'est juste sublime. Et pour le coup, le réalisateur a parfaitement choisi son poulain, Benjamin Voisin, hormis le fait que c'est tout sauf un supplice à le regarder. Il est très esthétique, très charismatique. Je vous ai épargné des photos de lui en serviette. Voilà, dommage. Dommage. C'est celui du milieu, exact. Je pense que vous avez reconnu aussi l'acteur à côté, à gauche. Oui. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Donc, il joue à la perfection et j'avais l'impression d'avoir relu. On n'a pas lu Albert Camus, peut-être on connaît les tuches. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai été surprise quand je l'ai vu. C'est pas du tout son registre à la base. Et en fait, cet acteur, il joue à la perfection. Et j'avais l'impression d'avoir relu en 2 heures le livre. Donc, je trouve ça... Oui, pareil. Oui, évidemment. Oui. Ouais, elle veut dire qu'elle a vu le film et le livre. Voilà, t'es bravo, t'es super cultivé. Non, c'est-à-dire qu'il est très bien retranscrit. Je trouve il te résume bien tout. Il n'y a pas de scènes qui sont enlevées. Il y a les grosses parties sont là. Et c'est très plaisant de voir de pouvoir mettre enfin un visage sur un personnage on s'est tous imaginé. Vous avez tous déjà lu un livre où vous avez imaginé un acteur, tout ça. Et là, quand on le voit, ça fait plaisir. Mais ce qui est fascinant, c'est la manière dont le film nous force à regarder autrement la notion de la culpabilité. Et est-ce qu'on est coupable d'un crime ou d'un comportement finalement? Et est-ce qu'on est jugé pour ce qu'on fait ou pour ce qu'on ressent ou ce qu'on ne ressent pas au final? C'est très philosophique ce que je... Ouah, ça me fait mal au crâne de malade. Pardon. J'ai posé des questions beaucoup plus... en même temps, son émission, Non, promis, il y a des questions. de ton film, il y aura la même chronique. Et le fait que ça soit en noir et blanc, Ouais. ça fait pas que c'est super long. Ah, moi, j'ai pas trouvé. Est-ce que vous avez vu Oppenheimer ou pas? Ouais. Oui. Il y a des scènes, pratiquement, sur La haine. 3 heures de film, la haine, C'est quoi, c'est la bombe atomique Mais la haine, je l'ai regardé parce que Ouais. voilà, c'est un monument du cinéma. complètement. Mais j'ai trouvé ça long. C'est très long. Mais moi, le film, mais je le trouve très long parce que il y a... Ça vient pas forcément... Je sais pas si ça vient d'une œuvre littéraire à la base, mais... Ça vient d'un fait réel. Ça vient d'un fait réel à la base, voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça me... Après, il est très dur à regarder déjà. Ça, c'est plus de la haine. C'est le mec qui se crie dans son miroir, là, C'est ça. en noir et blanc. C'est à moi, C'est à moi. tu peux, voilà. Ah, d'accord.
C'est ça. Et le film, non, il est pas du tout long. Et dans Oppenheimer, il y a les scènes, elles passent à 10 000, quoi. Et là, il est actuellement au cinéma, là. Il est sorti hier. Il est sorti. Merci d'avoir répondu. Elle a dit dès le début. Merci, Vanna. Ah putain, comment qu'est-ce info De là? toute façon, ça fait 3 chroniques qui sortent je le vois depuis déjà. Alors, Ozon pose ces questions sans jamais donner de réponse. Il laisse le spectateur face à ce malaise, cette zone grise où rien n'est tout à fait juste ni totalement faux. Et est-ce que vous pensez qu'on peut être trop différent pour être compris? Non. Vous avez qu'à commencer. Vous avez qu'à se On peut être trop différent pour être compris. Ouais. Vous pensez? Moi, je pense pense pas. que si les gens qui sont pas compris, et moi des fois je suis pas compris par les gens, et c'est qu'ils font pas spécialement d'efforts. Ok. Si- Je pense pas. Je pense un petit peu pareil. Oui, j'ai compris. Je pense un petit peu pareil. Différent de la de toi aux autres aussi, tu vois, là, à comprendre et Et les autres, j'avais mal finir. C'est-à-dire, je fais pas. Parce puis, que, puis parce c'est qu'en fait, culture. dans ce film, au fond, il parle de ça, de la norme, des regards des autres, de cette pression à ressentir comme tout le monde. Et je trouve que, en fait, ça dit beaucoup de notre époque. On doit tout montrer, tout commenter. C'est notre culture. Ah, ok. Oui, ça peut être une autre culture aussi, pourquoi pas. S'il te plaît. Et je trouve que ça veut dire beaucoup de notre époque. On doit tout montrer, tout commenter, tout partager. Alors que parfois, le silence, il en dit beaucoup plus. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas ressentir, ce qui est notre question maintenant, ce qu'on attendait de vous à un moment précis? Alors, je m'explique. Oula. Ouais. On va quizer. On a déjà tous, on a tous déjà vécu une rupture, une dispute, un enterrement, et on reste parfois impassible, Oui. parfois même indifférent, alors que c'est pas Oui. forcément la norme adaptée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'en fait vous êtes là, mais en fait vous vous dites mais là je dois pleurer, là je dois être comme ci, là je dois être en colère, alors que vous ne ressentez rien. Bah ouais, mais Ah, dans ce sens-là. Dans ce Question sens-là. d'habitude, genre. Et après aussi, des fois, on fait pas parce qu'on panique. Tu fais quoi? Tu Parce que panique, Oui. voilà. Ouais, voilà. Tu es toi-même en fait, c'est les autres. Ouais, mais voilà, tu vas toi-même. C'est pas parce que je sais pas, il y a tout le monde qui pleure que tu vas pleurer. Ou Ouais, voilà. donc qui rigole, tu vas rigoler. Enfin, Moi, je rigole, mais C'est ce que les gens je t'en fous en soi. Genre, si t'es habitué à pas pleurer, ouais, tu vas pas si t'es habitué à. Oui, mais non, mais la question c'est vraiment toi, tu as l'habitude de faire quelque chose et il y a un événement qui se passe et que tu as l'habitude de réagir comme toi tu réagis et tu réagis totalement à l'inverse. C'était déjà arrivé? non, mais attends. Ouais, plein de fois. Plein de fois, t'es face à une meuf, tu sais que là, tu dois la pécho. Par exemple, tu es un émotif et à l'enterrement de, je sais pas, quelqu'un de très proche à toi. Après, c'est le quotidien pour toi, Nathan. Mais forcément, contraire, ça veut dire que tu pleures pas, mais qu'il y a tu es le seul. Qui a pas tort. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est que du coup, tu restes indifférent. en fait, que des fois, juste t'es bloqué et t'es comme ça. Oui, c'est ça. Pas d'émotion. Dans le film, c'est ça Voilà. qui a fait scandale au final, mais de la bonne manière. Et en fait, c'est ça. Alors, ma réaction à chaud du film, on en ressort très secoué, pensif, avec cette question qui taraude. Qu'est-ce que ça veut dire ressentir? Le film est très philosophique aussi, donc je me permets de l'être aussi. Voilà. Et finalement, c'est là peut-être, je pense, la plus belle réussite du film. Il nous renvoie à notre propre rapport à l'émotion. Donc c'est très tabou, je pense, même à cette époque-là. Je vous rappelle 1938. Il n'y avait pas forcément, on ne montrait pas beaucoup, surtout d'un homme. Il n'y avait pas À Kylian l'époque. Mbappé en 38. Je pense pas. Je pense. C'est gentil, merci Sam. C'était pas du tout. C'est pas grave. C'est pas Non, mais c'est vrai. T'as niqué sa chronique. C'est là-dessus que ça s'est joué. Pas grave. Alors, que vous soyez friand de Camus, cinéphile ou juste une personne qui a envie de passer du bon temps, prenez 2 heures. Mais juste 2 heures pour affronter ce film franc et si familier. Et souvenez-vous que parfois, ce qui ne se dit pas est plus lourd que ce qui se hurle. Waouh. Waouh. Profession de fou. Voilà. Et du mal à drop le mic. Franchement, je suis. Ta chronique est super bien, je vais le Ouais. Vraiment. Voilà, ça, nous qui n'avons pas lu le livre, ça donne envie Même que ça connaisse bien l'histoire. Bah, adaptation, souvent les adaptations de livres ou d'histoires sont vraiment très mal faites ou pas représentatives du livre. Et là, Mais du coup, c'est mieux le livre ou le film? bah, le livre, c'est toujours mieux généralement. Le film, c'est plus court. Eh ben, je trouve que, en fait, à parté, les Français sont très, très, très forts pour refaire des adaptations Ouais. françaises pour leur propre. Je trouve que c'est les meilleurs. Pourtant, Par exemple, à part celle-là, il y a quoi? les films français d'adaptation de, je sais pas, Les Misérables. Mais c'est le premier qui vient en tête. Je pense à Après- l'autre qui avait fait les Misquinables. C'est. Oh, oui. Puis, il faut faire un truc sérieux. Là. Et non, d'adaptation de romans, il doit y en avoir plein. La Loéva. Mais oui, je pense que oui. Les Français sont très forts pour faire ça. Et c'était quoi ta question que tu m'avais posée à l'instant? Les Misquinables. Je suis pas sûr que c'était. Je sais plus. Mais voilà, en tout cas, je trouve que le film est moins explicite, même s'il retrace bien la vie. Ok. Bah, en tout cas, vu que c'est plus court, moi, je pense plutôt que Oui, j'allais mais voir bon, le film allez que voir, de lire le vous livre. allez rien rater du livre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous avez rien Et raté. me dire, parce que si c'est dans le quiz de lecture de Laetitia, il faut le lire. C'est pas dans le quiz. Gatsby magnifique. Non, nous on a dit qu'on ne l'avait pas lu, alors il fallait qu'on le lise en B1 ou en B2, mais sinon, c'est pas très grave. Ah, Ouais. étranger. Ouais. Bah, nous, Voilà. Et merci C'était un petit Laura résumé. pour ta chronique. Merci à tous pour vos chroniques. On va passer au deuxième temps de l'émission, au débat. j'adore ce jeu.
Et si demain, les dépêches de l'AFP n'étaient plus écrites par des journalistes, mais par des intelligences artificielles? Bon, on n'en est pas encore là, mais en octobre 2025, l'AFP, l'agence France-Presse, a signé un accord inédit avec la start-up française Mistral AI pour garantir une information plus fiable et plus rapide. Cette promesse de modernité, en gros, elle entraîne un chatbot factuel à partir de milliers d'articles et d'archives AFP, du coup, pour que l'information elle soit plus fiable et entraînée. Mais derrière cette promesse de modernité, une question divise. En confiant ces données à une IA, l'AFP, est-ce qu'elle innove ou est-ce qu'elle trahit la mission même du journaliste? Toi, Tom, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que même tu peux nous résumer l'actualité? Non, mais bah ouais, carrément. Je fais ton boulot, quoi. Dis-le. Je t'en supplie. Non, mais concrètement, enfin, en soi, ça devait arriver à un moment donné. Il faut pas se mentir. On en parle. L'IA, ça prend la place de tout. J'ai l'impression, à un moment donné, ça devait arriver. Après, c'est toujours pareil. Il y a un juste milieu, il y a une nuance qu'il faut apporter. C'est que, est-ce que clairement, on vient vers une mutation du métier clair où en fait l'IA, elle va clairement remplacer le journaliste, ou s'il y a encore un peu de contrôle à ce niveau-là? C'est ça la question qu'il faut se poser en fait. Je me dis que, en fait, en soi, ça me choque pas dans le sens où ça devait arriver à un moment donné. C'est pas choquant et je tombe pas de ma chaise. Ta question, au final, je pense que tu réponds tout seul. On sait très bien que ça va arriver et qui plus est, ça va arriver en force et ça va tout prendre. C'est ça le truc. C'est que c'est pas que ça va être une aide au début, mais il y a beaucoup de personnes qui ne vont plus s'en lasser et ça va devenir une habitude. Et c'est comme ChatGPT comme aujourd'hui. On l'a vu, comme tu disais Nathan tout à l'heure, en cours d'IA, on nous apprend à bien savoir structurer même un article. Bon, faut pas le faire, mais c'est vrai qu'on apprend à faire ça. Pour l'instant, c'est une aide, mais toi, tu as dit que c'était ce mois-ci que ça a été Oui, octobre. cette Donc, semaine même. On sait très bien comment ça va se terminer. Je dis même pas dans quelques années, je dis même dans quelques mois, parce que ça va devenir un effet de mode et personne ne va pouvoir s'en lasser. Voilà. Et puis même, professionnellement, on en a besoin parce que l'IA, bah, là, elle va aider les rédactions à traiter plus rapidement, à résumer, à traduire, à vérifier les données. Enfin, Et comme dit Nathan tout à l'heure par rapport au McDo, si admettons il y a 98% de chance, s'il y a 98% de réussite, bah les 2%, faut pas que ça foire parce que. Oui, mais l'humain, il a 100% de réussite, lui. On le voit bien quand je présente cette émission, c'est bien moins. La race humaine, entre guillemets, on sait que justement, c'est... Allez, peut-être que vous allez rire sur ça. On sait pertinemment que nous, on peut faire des erreurs. Mais si on paye, on met quelque chose en place, c'est pour ne pas avoir d'erreur. Ouais. Et comme ça, il faut faire des humains, c'est normal qu'il y ait les 2%. Si une IA crée une IA, là, dans ce cas-là, je te dis oui, ok. Mais c'est un humain qui a créé une IA. Là, c'est... Mais demain, une IA va créer une IA, tu vas voir. Hein. Alors, j'ai peur. Puis là, totalement, ça peut en gros, c'est l'IA qui va écrire les dépêches de l'AFP, genre. Non, c'est pas ça. Mais en gros, pour l'instant, le chatbot, il s'entraîne avec toutes les dépêches pour par la suite. Avoir toutes les connaissances, quoi. Ouais, voilà, exactement. Bah, en soi, genre, c'est ce qui se passe déjà. Tu vas sur ChatGPT, tu prends une source et la source, elle vient de l'AFP. Et plutôt que ça soit une IA étrangère qui l'utilise, là, ils vont l'encadrer, la monétiser aussi, du coup, l'information. Parce que j'ai à tout venir de Mistral. Donc, je vois pas. Ouais, mais justement, vous n'avez pas peur qu'en partageant ces données avec une entreprise privée, l'AFP elle perd une part de contrôle sur la manière dont ces informations elles sont utilisées? Parce que, ok, c'est une entreprise française, mais c'est une entreprise à but lucratif. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais le but, c'est de Enfin, je pense que le plus important à pas perdre, c'est la transparence, tu vois. C'est de savoir, est-ce que, du coup, cette information, c'est l'IA qui l'a enregistrée, qui la partage? Est-ce que c'est vraiment l'AFP, etc., tu vois? Ça, c'est ce qui va être le plus important. Si vraiment la transparence n'est pas respectée, alors là, on se perd totalement et je pense qu'on perd tout le sens de l'AFP aujourd'hui, si vraiment... Mais au final, est-ce que ça va remplacer les journalistes? C'est la question. Bah, c'est ça. Si elle est encadrée, ça va surtout devenir un outil d'aide. Donc voilà, tri de données, veille, détection de fake news. Ouais. Le journaliste, ça reste celui qui... Enfin, je trouve que c'est celui surtout qui interprète, qui contextualise et qui humanise l'information. Ah oui, oui, complètement. En fait, c'est les petites mains du métier qui vont Voilà, faire Ça ça. va faire la différence. Parce que le journaliste, il va toujours aller en interview, il va toujours, incarner ses sujets, il va toujours, En fait, question, oui, mais la différence, c'est qu'il est juste présent. Il prend cette fille-là. La différence, on a tous déjà essayé le fait de dire à ChatGPT ou autre que notre plume, notre façon d'écrire, on a juste à copier-coller un récit pour qu'il refasse la même chose en d'autres phrases. Et ça qui fait peur. C'est notre différence à nous, c'est juste qu'on prend nos pieds et on y va. Mais personne ne sait ça. On va juste se mettre avec notre micro devant. Mais en soi, notre style d'écriture, il peut être repris dans un autre sujet. Notre plume, tout ça, et même nos interviews. Mais ça va être un peu rude. Voilà, c'est comme il dit Tom, ça va réduire le nombre de journalistes. Oui. Ça le mais du coup, Cassandre, toi, tu penses que ça va quand même renforcer ou pas la qualité de l'information?
Alors, ça dépend. On va dire que si des personnes, du coup, cherchent sur Mistral une information, au lieu d'avoir une fake news, peut-être que là, on va vraiment avoir quelque chose de vrai, quelque chose de cohérent, et ça va peut-être, on va dire, changer des fake news sur l'IA, quoi. C'est peut-être le seul point positif que moi, je vois dans cette collaboration. Après, je sais pas si vous voyez quelque chose. Bah aussi, je crois que c'est Nathan qui le disait, là, l'AFP, elle va monétiser ces informations, Ouais. et dans un contexte de crise économique pour les journalistes, bah, ça ramène un peu d'argent. Comme ça, c'est pas plus mal. Aujourd'hui, les IA du monde entier l'utilisent gratuitement. Tu vois, ça n'a aucun apport. Après, genre, je pense ce qui compte aussi, c'est que j'espère que ça va se faire, qu'ils travaillent ensemble, que l'AFP a un droit de regard sur ce que fait l'IA. J'imagine que ça va être prévu, je pense en vrai, ça va être obligatoire. Oui, je pense. Parce que sinon, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Mistral, en gros, ils prennent l'information, Voilà, c'est ça. Bah, pas surveiller. il y a un risque d'atteinte potentielle même à la déontologie du journaliste. En cas de fake news générée par le modèle, c'est qui le responsable? C'est l'AFP ou c'est Mistral AI? Ouais, c'est vrai. Bah, écoute, c'est Mistral quand même, non? Bah, je sais pas. Moi, j'en sais rien. Ils ont vraiment. Par contre, l'AFP, ils ont vraiment intérêt à ce qu'il n'y ait pas de litige parce que eux, ils peuvent prendre tarif derrière. Parce qu'ils ont une légitimité telle dans le métier actuellement. S'il y a un accro avec l'AFP, ils vont pas les louper. Hein. Ouais, c'est ça le problème, c'est que c'est un grand nom. Bah, c'est une référence. Ouais, voilà, C'est c'est ça. la référence de chaque papier que nous-mêmes qui est inscrit dans la déontologie aussi. Ça va. Enfin, je sais pas, j'aurais jamais pensé à l'AFP pour le coup. Ouais, mais vu que justement que c'est quand même, ils font beaucoup de papiers qui sont repris par les autres médias, peut-être que ça va uniformiser l'information, il y aura moins de prise de parti, donc c'est pas plus mal, ça sera après les Il est médias pas spécialisés Non, mais qui prendront parti. Ouais, je pense qu'il faut que ça aille plus loin que ce que c'est actuellement en fait. Je pense que si déjà ça entraîne, si vous avez juste à entraîner Mistral et que du coup ça permet d'avoir des informations plus fiables et une aide plus optimisée, ça va très bien, tu vois. Après, si ça atteint le ça, problème, c'est que si je voudrais aller plus loin. je pense que la maîtrise humaine peut aller plus loin que ça serait vraiment dommage du coup. Parce que- Mais le truc, c'est que quand est-ce que ça va aller plus loin que ça? Parce que si ça se trouve, dans 6 mois, ça va aller plus loin. En soi, entre guillemets, c'est que mettre des données dans une IA pour qu'il soit au courant de ce qu'il raconte. C'est pas non plus la folie, tu vois. C'est sûr qu'après, le jour où ça prendra la place de l'effet, par contre, ça sera inquiétant, mais Ouais, on n'en est pas encore là. Bah, peut-être pour conclure, on fait un petit tour de table. Vous êtes plus contre ou pour ce partenariat et pourquoi? On peut penser toi, Laura, de gauche à droite. Moi, je pense être contre. Non, je suis sûre d'être contre parce que je pense que c'est. Non, je suis contre parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, ça va arriver. Donc, c'est pas que je sois contre ou pour en soi, c'est. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que ça fait beaucoup trop peur, ça avance beaucoup trop vite. Et pour nous qui sommes dans ce. Je parle en tant que journaliste, pas forcément. Si je suis une personne à part entière, juste qui n'est pas du tout journaliste, je te dis oui, c'est trop bien, ça va vite, c'est ok. Mais en tant que journaliste, moi j'ai peur pour plus tard, comment moi je vais devoir travailler, parce que je sais que du travail on va en avoir, mais j'ai juste peur de la manière dont on va travailler plus tard. Et puis ouais, l'IA, elle n'est pas encore développée, elle n'est pas encore encadrée, donc ça fait flipper qu'on l'étudie déjà, Oui. alors qu'on sait pas lui donner des limites. Quand tu touches pas quelque chose, ça te fait toujours peur. Ouais, carrément. Tom? Non, mais justement, à ce niveau-là, en fait, j'étais comme Laura à la base contre. Mais en fait, au fur et à mesure, je réfléchis, je me dis, bah, autant pour dans la mesure où, bah, tu sais quoi, que les avancées, elles arrivent, elles se succèdent. Comme ça, c'est bon, on arrête. Enfin, on arrête. Il n'y aura jamais d'arrêter d'avancer, tu vois, dans le monde entier, tu vois, sur bien des aspects. Mais à un moment donné, tu sais quoi, il y a tellement de mutations là, bah, tu sais, vite qu'on arrive à son terme. Comme ça, après, on s'organise en amont et en conséquence. Parce que là, C'est ça. Et puis, en fait, c'est une révolution comme il y en a déjà eu. L'audiovisuel dans les années 80, les réseaux sociaux dans les années 2010. Enfin, genre, chaque invention, je pense qu'il faut pas aller contre elle, mais avancer avec elle, tu vois. Genre, ouais, c'est ça. je veux dire, à l'époque, admettons, on va retirer un truc de base, mais genre, le jour où la voiture elle arrive, il y avait des mecs qui étaient hackés parce qu'ils se déplaçaient à cheval, ils s'étaient habitués à ça, tu vois. Et là, aujourd'hui, ils se déplacent en voiture après. C'est partout pareil, Internet, elle arrive en 2000. Avant, tout le monde était sur Internet, tout le monde avait peur. Finalement, c'est ce qui nous a bercé pendant 25 ans, et maintenant, c'est l'IA, quoi, tu vois. Donc, franchement, moi, je pense que je suis d'avis à avancer avec pour mieux la gérer, quoi. Je crois que ne pas l'accepter, ça serait plus dangereux que. Non, mais carrément, voilà. Si on connaît pas l'IA, de toute manière, on est dans la merde. Enfin, oui, voilà. clairement. C'est pour ça qu'on a aussi des cours d'IA en journalisme. C'est limite. Avec une super professeure. Tu vois, genre, nos grands-parents, ils ont pas pris le train de l'IA, de la technologie. Ils sont perdus, tu vois. Nous, on ne peut pas se permettre ça. Il faut qu'on avance avec et qu'on puisse grandir avec ça et comprendre comment ça fonctionne et comment on peut le contrôler à l'inverse de rien. Surtout dans un métier qui est le nôtre. Mais c'est ça, c'est ça. En soi, pour les grands, enfin, pour tout le monde, ça, c'est ok. Mais pour nous, qui sommes là-dedans, qu'on a le temps de parler tout le temps, et on doit
comme tu disais, on doit être accompagné d'eux, Oui. pas être remplacé par eux. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Aujourd'hui, ça va, mais on sait très bien comment. Mais surtout, moi, je pense qu'on va être accompagnateur d'eux aussi au bout d'un moment. On va juste être des exécutants pour que l'IA il fasse le travail. L'IA, elle a bien eu un exemple. Un jour ou l'autre, il y a eu des journalistes avant d'avoir l'IA. Tu Ouais, vois, mais ça ne concerne pas. heureusement, oui, On n'est pas dedans. non. Mais oui, comme tu dis, oui, on pourra accompagner aussi. Bah, on verra en tout cas ce qu'il en est. Merci pour ce débat qui était bien plus étayé que je ne le pensais. Tu doutes pas d'où Carrément. Non, je doute de moi. Non, Et, et non, t'as un mec super, et comment ça tâche oh, là. C'est génial. On va passer au dernier temps de l'émission, le quiz. Ouais, c'est moi. C'est bon? Ouais. Donc c'est parti pour le quiz. Il y a une place au Master Quiz si on en fait un jour, je sais pas, à gagner. Avec le trophée. J'espère qu'avec le trophée Louise Auribier qui est bien gardé dans notre coffre-fort, j'espère que vous renseignez bien sur l'actualité. D'ailleurs, c'est quoi vous à peu près votre veille journalistique au quotidien? Comment vous vous renseignez? Bah alors moi je conseille la super application qui s'appelle France Presse, qui permet d'avoir, bon t'as 40 000 notifs à la journée, mais clair. tu sais tout, t'as tous les titres et sous-titres des articles, qui après ont un lien cliquable vers l'article site, genre que ce soit Figaro, Le Parisien et tout. Donc moi j'utilise ça tout le temps. Que trop bien. Moi, je me suis inscrite sur le site de l'ONU et en fait, en tant que journaliste, et en gros, ils t'envoient vraiment chaque minute des mails où ils t'expliquent ce qui se passe. Non, mais C'est pas abusé. Comment tu l'utilises? non, en vrai, juste, il y en a quand même assez souvent. Allez, toutes les 2 minutes. Minimum. Mais non, et en vrai, c'est super intéressant parce que tu suis tout, en fait, toute l'actualité, que ce soit dans le monde, même en France, c'est vraiment localisé et c'est pas connaître. Toi, Laura, les actus cinéma, comment tu te renseignes dessus? Les actus cinéma, non, du tout. Ah ben, comme du coup, je tiens une page sur le cinéma, je suis Non. obligée de me renseigner moi, c'est tout vrai. le temps dessus. Et après, je regarde pas que des actus ciné. Hein. Ça, je Non, j'ai appris plein de choses sur le café. Non, vraiment. Et sur Hitchcock, non, vraiment, Bon, c'est pas forcément tous les jours, par contre, la radio tous les jours, oui. Ok. Ouais, j'aime beaucoup. Bravo. Tom, ta veille? Pareil. La radio. Non, mais pareil, dans le sens. Quand il dit radio tous les jours, pareil. Tous les matins, pendant que je sèche mes cheveux, radio, plaque. On entend bien quand on sèche. Bah non, mais. Ouais. Son temps parce que quand Bon, tu sèches tes cheveux. on a compris que tu te renseignes pas trop, quoi, et ça va s'illustrer pendant le quiz. Est-ce que vous êtes prêts? La Dites-le. première question. Allez, D'ailleurs, personne n'a mentionné caféine. J'espère que Romain Chardin regarde le live. j'ai pas activé le code de cette année. Cassandre et même Nathan, je compte sur vous pour pas tricher. Le chat, vous pouvez jouer et répondre aux questions. Vu que vous êtes 16 000 hein, dans le chat, c'est énorme. Tu lèves vraiment ton Ouais, grave. Julien Tanti. C'est non pas la droite surtout. Mais c'est C'est la C'est la blague. Pardon. Waouh. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Ça, mais c'est S'il vous plaît, un peu d'ordre. S'il vous plaît. Quel monument figure désormais sur la nouvelle pièce de 2 € mise en circulation en France en 2025? La cathédrale de Notre-Dame de Paris. Paris. Exactement. Excellent. Elle a tapé genre en mode elle fait pas ça. D'ailleurs, je l'ai pas dit, vous avez C'est petit aussi. C'est, je l'ai pas dit, vous avez le droit de m'interrompre pendant que je pose la question. Ah ouais, allez. Donc voilà, c'est ça, c'est Notre-Dame de Paris. La monnaie de Paris a annoncé que 20 millions de pièces de 2 € portant l'image de Notre-Dame de Paris sur leur face nationale seront progressivement mises en circulation en France à partir de cette semaine. C'est la façade ouest de la cathédrale avec sa rosace entre les deux tours, et donc ça a été choisi pour illustrer la pièce. Bon choix d'après vous? Ouais, en vrai, ouais. Bon, elle est très belle. Et si Ouais, elle est énorme, c'est magnifique. c'était pas ça et vous devriez choisir qu'est-ce qu'on affiche sur une pièce? Stade Vélodrome, mec. Ça serait exceptionnel. Ah ouais, ils sont de Marseille. Ouais. Imagine le stade Vélodrome en fond, là, comme ça. Là. Immonde. Ouais. Bah voilà. Non, ou alors Notre-Dame de la Garde, c'est quoi? Je vais être plus. Notre-Dame de la Garde, c'est super joli. Genre un édifice, en fait, ce serait déjà trop. Parce qu'on fait toujours Paris, l'Arc de Triomphe. En personnalité, vous mettriez qui? En personnalité. Ouais. Ouais, pas mal. Française? Non, c'est Antoine Dupont. Ah, Bah, forcément. je pense que là, c'est la monnaie de Paris, donc oui. C'est l'euro. J'allais dire Churchill, mais c'est Non, mais regarde. Antoine Dupont. Si on inverse la question, non, mais si on inverse la question, pour qui t'aimerais trop avoir la pièce où il y a une personnalité française, pour qui t'aimerais trop avoir cette pièce-là?
Je comprends pas ta question, frérot. En fait, c'est pas ce que j'ai demandé. Une pièce de 2 euros. Non, mais t'as une pièce de 2 euros, t'as une pièce de 2 euros tout de suite, et il y a une personnalité derrière. J'aimerais trop que ça soit laquelle. Thomas Pesquet, ça peut. C'est la même question formulée. Ouais, vraiment. Il a dit, on met à l'envers la question. Pas du tout, c'est la même. Ouais. C'était la même question, ouais. Ouais, mais du coup. Bah, Thomas Pesquet, je viens de le dire. Ouais, mais ouais, d'accord. Moi, tu vois, moi, je pense que Teddy Riner, c'est vraiment le sportif français. Donc, C'est vrai qu'il n'y a jamais de sportif. non, jamais. Et la prom, non? En monument? Ah, ouais, c'est pas grave. Comment t'as été La pièce, elle est bad longue. Bah, on n'a jamais eu de pièce avec de l'eau? Avec une mer? Bah, non. Bah, pourquoi c'est pas le plus Aucune idée. Bon, en tout cas, un point pour Cassandre. Les autres, je compte sur vous. Allez. Deuxième question, c'est pour Tom. Ah ouais. Un ouvrage dictionnaire a été consacré à un rappeur C'est ça la réponse? Ouais, exactement. Aïe, aïe, Tom. L'ouvrage Joule, petit dictionnaire, est paru dans toute la question. En Bolivie. fait, ils se comprennent pas tous les deux. Je pense qu'ils sont filmés, genre. Mais Je parle une autre langue. Je pense qu'il n'y a plus de décodeurs. Comme ça, sur TV, il n'y a plus de décodeurs. Ils ne se comprennent pas. Donc, sur 176 pages, le petit dictionnaire analyse la carrière, l'univers, le langage et l'impact culturel de Joule. Donc, de son rôle de rappeur marseillais ultra productif à son influence dans la génération actuelle, le Gen Z. Il ne s'agit pas d'une simple biographie, C'est terrible. mais d'un véritable dictionnaire critique qui décortique de A à Z la carrière du rappeur. Là, d'un coup, ça devient moins cadeau de merde, la BD du Godécrypt. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Je suis désolé. Je veux pas juste en avoir lu, mais je pense qu'on se rapproche de la culture du vide quand même. Genre 60 pages sur l'île. D'accord. Genre. Sens au sens où. non, prends-le. 176. L'ascension d'un mec qui était tout en bas, qui a fait. Oui, non, mais d'accord, mais c'est rigolo et tout, mais tu vois. Mais là, c'est un dictionnaire. C'est un dictionnaire, c'est pas ça. C'est la blague, c'est la vanne, d'accord? Non, c'est. Mais c'est. Oui, non, c'est car- oui, mais C'est pas genre, c'est pas un. Ouais. Encore, c'est un mec qui fait une blague, genre c'est Jules qui fait son dictionnaire pour rigoler, tu vois. Oui. Là, c'est quand même. Non, là, c'est quelqu'un, j'ai pas l'éditeur. McFly et Carlitos ont fait des livres sur leurs mots, je sais pas quoi, mais c'est eux qui le font pour eux-mêmes, tu vois, on s'en fout, genre c'est drôle. Ouais. Là, c'est le petit dictionnaire, ça choque. Dans le chat, c'est Ikea Clo-Clo. Je ne sais pas qui c'est qui a la réponse en premier. Léo, deuxième. Bien joué à toi. Désolé. Un point Nathan, un point Cassandre. À ma gauche, Réveillez-vous. il s'agirait de se réveiller. Ça posait la question à Tom, à la base, Oui. non? Ben, je me suis dit qu'il est Marseillais. Mais ouais, mais alors pose pas la question à tout le monde, pose qu'à moi. Pose à moi. Moi, je te réponds. Vous battez pas, s'il vous plaît. Juste d'être plus rapide, ça arrive, t'inquiète pas, c'est comme ça. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième question? La vie est à gratte, Tom. Et là, je suis en train de. Vraiment, je suis en train de marronner de malade. Là. Quelle entreprise a annoncé qu'elle supprimerait environ 14 000 emplois dans ses fonctions corporate dans le cadre de sa reconstruction? Une entreprise ultra connue. SNCF. Non. Genre française, Non. C'est une entreprise, mais c'est une entreprise de. Microsoft, C'est une GAFAM. Mais c'est pas. Quoi Amazon, Non. Facebook. Amazon. Non. Amazon. Amazon. Pas pour Nathan. Non, mais oui, mais attends. Combien d'emplois? 14 000. Elle a annoncé la suppression de 14 000 emplois dans ses fonctions de bureau, donc certainement en Amérique, dans le cadre d'un vaste plan de réduction de coûts et d'accélération de ses investissements en intelligence artificielle. La direction, elle explique que cette transformation, elle s'inscrit dans une réorganisation plus légère, avec moins de couches hiérarchiques et plus de prise en main, afin de réagir plus vite aux évolutions technologiques. Et j'ai même lu que là, pour l'instant, c'est 14 000 emplois, mais peut-être que dans le plan, ça va être 30 000. Oui, c'est énorme. Toujours plus. Bah, il y en a combien à la base aussi? Bah, je sais pas, mais c'est vrai que 30 000 employés de bureau, Non, c'est sûr. Non, en plus. Oui, mais si. Ouais, et après, il faut faire un peu de travail, c'est genre là, après, c'est une faute. Ouais. Oui, s'ils le font, c'est pas pour rien, tu vois. Je pense pas qu'il s'est contrôlé quand même tout ça. Donc. bah, c'est pour faire des économies. Ouais, mais genre, c'est. Avec l'IA, du coup. Ouais, certainement. Ouais, ça craint. Ce sera bientôt à notre tour. Hein. Ouais. Tu prends la tête, Nathan. Ouais, c'est vrai. Quatrième question. Il en reste 2 et après Luc va faire un jeu aussi. Quoi? Mais attends, mais ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de gagner là? Bah, C'est trop nul. j'improviserai une 6ème question en Allez, égalité. allez, Ok. allez. Mais parce que tu vas pas. Pas dans le master quiz de Luc. Non. Ok, tu donnes tout alors. Récemment, une biathlète française a été Julia Simon. a été condamnée par la justice. Assieds-toi, assieds-toi. Julia Simon, est-ce que même tu peux nous raconter un peu l'histoire? C'est pas une histoire genre d'escroquerie ou un truc comme ça. C'est un peu ça. Donc Julia Simon, médaillée d'or et multiple championne du monde, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, a été condamnée le 24 octobre 2025 par le tribunal correctionnel d'Albertville pour des faits de vol et fraude à la carte bancaire commis à l'encontre de sa coéquipière Justine Brezas-Boucher. Donc, On est vraiment, c'est exactement et ça. après, ça gagne une médaille au jeu. Ça fait des relais féminins entre elles et tout, mais après, ils expliquent de l'argent. Elle avait d'abord nié les faits, évoquant une usurpation d'identité, mais après, face à l'audience, elle a dit bon, ok, j'avoue. Du coup, bah voilà, Ok, tout ça pour dire que tu es défoncé. condamnée par la justice. Alors, je l'ai pas dit, mais je crois que c'est genre 3 ans de prison. Mais avec sursis, hein. Je sais pas, je suis pas un journaliste.
Genre, aucune idée animateur. Vraiment. Ok, bah. On me dit que je recycle. Ouais, peut-être que j'ai posé la même question la semaine dernière, on sait pas. Oui, peut-être. Mais non, mais c'est. Ah, c'était la question de Luc. Ah, mais j'écoute pas Luc. Bon, en tout cas, Nathan, tu as déjà gagné le quiz. Bon, une cinquième question pour l'honneur. Vous êtes chaud? Pour l'honneur. Je vais la répondre. Récemment, le streamer français Amine a fait une annonce importante. C'est avec lui qu'il a fait une interview. C'est pas ça? Je sais pas, il sait. Allez, vas-y, continue. Le streamer français Amine a fait une annonce importante Non mais ça marche quand on attend, il coupe les questions, donc moi je vais essayer aussi. concernant un nouvel événement. Quel est cet événement qu'il organise et même quel est son objectif? C'est pour récolter des fonds. Ouais. Sur Twitch, si on peut lire enfin. C'est quoi Alors, j'adore ce mec. mais je sais pas Enfin, il est pas Star. Bon, Cassandre, on va t'accorder le point. Il s'agit de la 2e édition de Stream for Humanity. C'était quoi ça déjà? Ça me dit quelque chose. C'était quoi le but? Et bah, Anime, il réunira une trentaine de streamers pendant 48 heures de diffusion en continu sur Twitch, avec des activités variées. Il y a un match de foot. Il avait déjà fait. Ouais, il y a plein de trucs. Et donc, l'édition précédente avait déjà permis de récolter plusieurs centaines de milliers d'euros. Et cette nouvelle édition, elle vise à sensibiliser et mobiliser la communauté gaming autour de causes humanitaires concrètes. Donc là, c'est pour lutter contre la famine en France, au Nigeria, en Palestine, au Soudan et en République démocratique du Congo. Donc une cause, ma foi, louable. Bravo Nathan et Cassandre pour votre performance. À gauche, c'était catastrophique. quand même, j'ai quoi? Il veut pas il a trop le seum. Tu as donc ta place au Master Quiz. Il reste 8 petites minutes. Donc Luc va venir faire un dernier petit jeu vu qu'on a le temps. Ferme ta bouche, Nathan, fais le son pareil. Et voilà. Et donc Nathan, t'as ta place au Master Quiz. Et c'est Luc aussi qui fera l'émission. C'est beau. Si je gagne le trophée Louis Ribier, quand même, je suis refait. Merci pour cette émission, c'était génial. Alors, comment vous allez? Ça va? C'est une bonne émission. Ben, nickel. Écoutez, en régie, ça s'amuse comme des petits fous. Bien joué, Nathan, pour avoir remporté le quiz. Allez, rajoute-en une. Répète-le encore, répète-le. Ouais, Tom. Il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. Alors, c'est un qui est un peu spécial Halloween parce que demain, c'est Halloween, comme vous le savez. Donc, vous avez le droit de me couper sur ce que j'ai raconté. Donc, le premier, je me cache souvent dans les égouts. Je suis joué. Clip sous le clown. Ben voilà, ben bravo. Donc, c'est pas grave, Tom. Donc, je continue juste au cas où. J'adore les ballons rouges. Je suis joué par le même acteur à chaque apparition et j'apparais tous les 27 ans. Pennywise, Gripsou, le clown. Alors, est-ce que vous savez l'actu qu'il y a? Oui, la série. Oui. La Vous série. dire davantage? Bah, c'est juste, je sais pas si vous avez suivi les vieux films qui sont sortis en 2018-2019, il me semble. Et là, il y a la série qui est sortie avec le même acteur. C'est ça. La série Bienvenue à Derry, Ouais. avec de nouveaux personnages, tout ça. Sur HBO Max. HBO Max. HBO, ok. En gros, on va voir les origines du clown, de Derry. De Derry, de la ville, en fait, en général. Voilà. Oui, on va tous les 27 ans. Donc, c'est réalisé aussi par, par le même réalisateur que les deux premiers films. Et du coup, c'est un préquel. C'est quel, ouais. Très bien comme SCH. Pardon. Alors, le deuxième, alors peut-être un peu plus complexe, mais j'espère que vous allez trouver. Selon une étude scientifique, je suis une étude plutôt d'un site britannique, je suis le film d'horreur le plus effrayant du monde. L'exorciste. Non. Terrifier. Non. Je suis sorti au cinéma en 2012. Mon intrigue tourne... Insidious. Non. Mon intrigue tourne autour d'un écrivain qui tourne... Misery. Non. Qui trouve de vieux films. Je recommence. Je dis. Mon intrigue tourne autour d'un écrivain qui trouve de vieux films Super 8 très dérangeants. Petit Octobre. Non. Non. Oui, c'est pas Insidious, c'est Sinister. Oui. L'acteur principal qui joue l'écrivain est Ethan Hawke et le démon du film est surnommé Monsieur Boogie. Sinister. Ouais, Sinister. Sinister, ouais, ça a été le film le plus choquant. Ouais. Je parlais En 2023-2024 et du coup 2025. Donc c'est d'après un sondage de Money Supermarket auprès de 250 participants. Il est arrivé top 1. Il avait déjà été décroché même en 2023 et 2024. Réalisé par Scott Derrickson, il met en scène l'acteur Ethan Hawke dans la peau d'Ellison, un auteur de romans policiers, pour trouver l'inspiration de son prochain ouvrage.
Il emménage avec sa famille dans une maison où les anciens propriétaires ont été retrouvés pendus dans le grenier et découvre alors des images d'assassinat d'autres familles. Voilà, de la bonne humeur. Juste, est-ce que vous savez un peu le top 5 de cette année ou pas? Top 5 de quoi? Du film le plus effrayant. Mais il y a, comme a dit tout à l'heure, il y a Terrifier, ouais. Insidious. Insidious, il n'y a pas Terrifier. Non. Fun, peut-être? Non. Il y a un qu'on connaît tous qui est sorti en 2000. Non. Qui est sorti en 2013. Alien? Ah non, Non. Ah, Alien, tout ça, c'est... non, du tout. Ah, Massacre à la tronçonneuse? Non. Scream? Un truc avec des fantômes. La Dame Blanche. Ah, Amityville? Non. Non. Conjuring, voilà. Conjuring en top 5. Top... Attends, Conjuring l'an dernier? Ouais. Alors, en deuxième, Host. Troisième, Shinamarink en 2022. Et Insidious et Conjuring. J'ai aucune idée aussi. Voilà. Après les films. Ouais, c'est film d'horreur. Hein. Plage. Alors après, c'est pas de film. C'est, on va dire, une soirée. J'en dis déjà peut-être un peu trop. Mon organisateur... C'est quoi? J'ai pas entendu. Ta soirée, tu rêves. Elle m'a très choc. Là, là. C'est pas dans son bain cette fois? Non. Ok, top. Donc, mon organisateur est un célèbre influenceur français connu pour ses anciennes interviews dans une baignoire. Plus récemment, pour son intervention lors d'une corrida. Je suis considéré comme la plus grosse soirée d'influenceurs pour Halloween en France. Attends, s'il te plaît. Attends, c'est qui je hurle, s'il te plaît. C'est qui il va le faire? Non. Nathan. Non, ça va être Vas-y, Nathan. pas, non, ça va. Allez. Qui peut voir? Il faut chier. Non, ça va aller. Et fais-nous un jeu. Allez, s'il te plaît. Nathan. Non, ça va aller. Bon, c'est pas grave. Regarde-moi. Il y a déjà la couronne. Attends, mais au pire, si il le fait, il a pas le droit. Genre, +1 au Master Quiz. Non. Mais c'est bon. Non, mais il a gagné, ça sert à rien. Désolé, Tom. Je suis pas comme ça. Donc, je continue. Chaque année, j'ai un thème terrifiant et différent. L'année dernière, c'était une prison à Londres. Mon organisateur dépendait de dizaines de milliers d'euros pour me créer avec des acteurs et des décors dignes d'un film. Donc, Jerem Star, la soirée Halloween Horror Show. Voilà. Donc, cette année, c'est 300 invités à peu près, il l'a annoncé. Et bon, on ne sait pas du coup où ça va se passer, ni comment, ni pourquoi. Enfin, pas pourquoi si, mais voilà. Et le dernier, du coup, peut-être... Non, ça va, c'est pas trop compliqué, ouais. Oui, bah on a vu ça tout à l'heure. Non, Sinister, j'avoue, c'est compliqué, mais ça, J'ai trouvé. c'est au début. Ouais, parce que je te l'ai laissé. Le premier film de ma saga est sorti en 96. Sous mon masque, je suis souvent super sexy. J'aime demander aux femmes si elles sont célibataires. J'ai assassiné ma petite amie. Je ne suis peut-être pas mort électrocuté. J'ai été parodié dans un film humoristique. Schumacher. Tu parles de Schumacher. Il y en a un en particulier. Oui. Il s'appelle l'acteur. Je ne sais plus comment s'appelle l'acteur, mais c'est Schumacher dans le film. C'est grande Ouais, culture pas- cinéma, disons. Pas une émission comme ça. Oui, désolé, j'ai fait beaucoup de films. Parce que Halloween qui dit film d'horreur sous sa couette, etc. Du coup, c'est Scream. Et là-dessus, c'est parce que la bande-annonce de Scream 7 est sortie juste aujourd'hui, il y a quelques heures. Voilà. Génial. Voilà. Il sortira le 25 février 2026 et avec un retour très attendu de Sydney et de Stuart, les premiers. Par contre, c'est fou qu'ils ont fait le temps gros spoil comme ça depuis le début. Oui. Mais bon, c'est le seul qui n'a pas été tiré dans la tête. Donc on s'en doute que voilà. Allez. Un petit master finalement. Bon, est-ce que cette soirée de l'info vous a plu? Oui, C'est un plaisir d'être là. merci beaucoup Jules. Tu peux revenir quand même, on t'applaudit. Oui. Au revoir. Ok. Allez, bien. Allez, Je viens. comme ça, allez. Bravo, Jules. Applaudissez, applaudissez. Grande émission, c'était super. Oui, c'était bien. Merci au chat d'avoir suivi. Merci à Luc, à la régie. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et puis, on se dit pas la semaine prochaine, parce que nous, on est en vacances. Mais du coup, on se dit à vendredi prochain. C'est vraiment Les fonctionnaires. C'est ça. Tu vas nous manquer, Jules. Jules va nous manquer pendant une semaine. Voilà. Donc, merci à vous et salut à On va aller voir les redis pour la bonne soirée. Salut.